Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal. Je vais demander une volontaire ou un volontaire pour assurer le secrétariat de séance. Ne vous précipitez pas. Ah, non, je préfère Madame Fritsch, elle a plus de cheveux que toi, Philippe. Vous ne mettrez pas ça dans le compte rendu. C'est ça, discrimination capillaire, bien trouvé. Avant de démarrer cette séance sur l'ordre du jour, rappeler quelques événements canolés sur l'actualité. Vous avez vu que les travaux de la mairie ont démarré. Nous avons une réunion publique sur la traversée. On mettra aussi peut-être quelques panneaux et quelques explications sur la mairie, même si on a déjà évoqué en conseil municipal, sur l'agrandissement de cette salle en particulier et de tout l'accueil urbanisme et de la confidentialité qui sera offerte aux canolés dans les temps futurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, pour rappel, l'Urbas, c'était en 2014 à peu près 600 demandes d'instruction. Je ne parle pas de permis de construire, hein, ça peut aller de la clôture au vasistas. Aujourd'hui, on est à 1400. Donc imaginez le travail qui est fourni par cette équipe, qui a bien sûr évolué dans le temps et qui a grossi. Donc ça veut dire aussi que les gens ont pris l'habitude de poser des demandes d'autorisation de travaux. Mais malgré ça, le contentieux reste important et ça occupe une bonne partie de leur journée et des miennes, évidemment. Un retour sur l'actualité des derniers jours avec les messages de prévention à destination de la population en termes de prévention de noyade. On a pu s'apercevoir mercredi, et c'est pour ça que j'en parle en séance, que même les canolés pouvaient être en difficulté. Quand on voit les difficultés, puisque les sauveteurs que j'ai réquisitionnés mercredi sont intervenus, on peut s'apercevoir que l'océan dans ces conditions-là, on l'a très très rarement vu à la Cano, avec une eau chaude qui nous est arrivé d'un vent de sud et des conditions tout à fait incroyables. Les gens, au bout de 10 mètres, partaient comme des fétus de paille. Donc on a réagi fortement et on a réussi à éviter des drames, surtout sur la journée de mercredi. On était en constante relation avec monsieur le préfet délégué à la sécurité et monsieur le sous-préfet d'Arcachon pendant ces journées-là. Et ils ont été tout à fait surpris après une visite des sites, puisqu'on a réussi à négocier quand même avec eux l'arrivée de l'hélico de suite sur la base du UGA. Donc c'était plutôt une bonne chose et il n'a pas été de trop pour renforcer les forces de sécurité que nous avons mis en place. Et quand ils ont fait le tour des stations balnéaires, quand ils sont arrivés à la Cano, ils ont dit waouh! C'était 6000 personnes sur la plage centrale mercredi, comme en plein été. Donc c'est vrai que c'était une situation compliquée avec un certain stress, mais je tiens à remercier tout le sang-froid de toutes les équipes qui ont été mobilisées, les sauveteurs bien sûr qui étaient sur le poste, mais aussi la police municipale, la gendarmerie, nos pompiers qui sont restés sur site tout l'après-midi et qui ont organisé avec nous cette journée un peu folle. Je rajouterai bien sûr les surfeurs, même si mercredi ils n'étaient pas très nombreux à l'eau, puisqu'il y avait quand même 2,50 m et même en surf, ils n'arrivaient pas à nager contre le courant. C'était tout à fait incroyable. Et je remercierai aussi, bien sûr, tous les personnels de la commune qui étaient à nos côtés et les élus qui étaient en grand nombre sur le poste. Je pense à Philippe, je pense à Cyril qui était de permanence, mais aussi à Maxime, et ça nous a bien servi avec sa double casquette de pompier, donc, et la chef de centre Azo qui était aussi présente parmi nous. Donc merci à tous ceux qui se sont engagés. Hervé bien sûr délégué au littoral est resté très très tard sur le poste avec Philippe. C'était plutôt, on est passé à côté de la catastrophe. Et quand on voit le nombre de personnes en Gironde qui a été sorti de l'eau cette journée-là, c'est tout à fait impressionnant. Et pourtant c'est la journée où il n'y a pas eu de drame, même si quelques personnes sont parties du côté du CHU pour assurer les petites problématiques de santé suite à un début de noyade. Je peux vous dire qu'on s'en sort pas trop mal. Donc décision très rapide, même si c'est pas facile aujourd'hui d'armer un poste avec le nombre de sauveteurs nécessaires, puisqu'ils sont étudiants ou en train de passer des examens. On a pu dès mercredi avoir du monde sur le poste et aujourd'hui on assure la surveillance tous les jours jusqu'à la fin de semaine prochaine, mais aussi sur le début juin. On a des conditions météo là à 10 jours qui sont encore très très favorables. Mais nous avons aussi des coefficients et une mer qui est quand même agitée. Donc on a pris cette décision avec la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes, vous savez, qui recrute les sauveteurs. Remercier aussi, je pense qu'on peut le faire, Hervé Guillaume Counil, qui est à la manœuvre,
Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus attractif, donc à nous, avec nos partenaires. Et j'ai interpellé, si vous avez suivi un peu la couverture médiatique de ces événements, la métropole, le département, et pas uniquement sur le volet financier, mais nous devons encore aller plus loin sur la communication, donc se servir de ces collectivités, de toute leur production pour informer du danger des baïnes. On a travaillé aussi, vous avez vu samedi, il y avait des élèves du BTS du lycée polyvalent à Mérignac, avec cette marche blanche qui rendait hommage au jeune homme qui s'est noyé dimanche dernier. Ils ont déjà une section de sauvetage, déjà ils communiquent sur les collèges, sur les lycées. Je pense qu'on a un travail aussi à faire au niveau des universités, parce que c'est souvent eux qui, après leurs heures de cours, ils sont véhiculés, ils viennent piquer une petite tête. Donc moi, je suis un peu désolé des commentaires qui s'en sont faits de ces articles de presse ou de ces événements, parce que peut-être qu'à 18 ou 20 ans, on serait venu se tremper les pieds le soir à la cano, et que ces baïnes-là, elles ne sont pas toujours très détectables, et que je peux dire qu'ils sont insouciants, et j'espère qu'ils le resteront longtemps, mais sûrement pas inconscients, parce que des conditions pareilles, je peux vous assurer que c'est terrible, mais on en a très très peu connu sur le territoire. Donc on va surveiller bien sûr ce qui va se passer dans les 15 prochains jours, parce qu'on a une situation un peu incroyable cette année, et je répète, elle est exceptionnelle, parce que des gens me disent, ça y est, on est sauvé, l'érosion, le sable n'est pas parti cet hiver. Vous l'avez tous constaté, il y a 3-4 mètres de sable supplémentaires. Ça s'est renforcé aussi avec un mois d'avril et un mois de mai où les conditions météo sont favorables. Vous avez rarement vu les épis recouverts au mois d'avril ou au mois de mai, mais c'est le cas cette année. Donc ça a créé aussi, avec des bandes de sable qui sont à 150 mètres, 200 mètres, des fortes chasses d'eau entre les deux, avec des baïnes à la fois sur l'épi nord et l'épi sud. Mercredi, c'était les deux, ça partit de chaque côté, les courants. Donc nous allons veiller justement à être encore plus vigilants. Et je peux remercier encore le responsable du poste. Là, je suis allé le voir dimanche et samedi, parce que c'est des gens sérieux, qui communiquent bien et qui continuent à interpeller tous les baigneurs qui viennent nous visiter. Alors on peut se féliciter d'être attractif. On est la commune sûrement la plus près de la métropole, mais on est celle aussi où on a donné l'habitude d'être surveillé, puisqu'on surveille quand même, je dois le rappeler, je l'ai rappelé aux médias encore ce matin, qu'on surveille de fin avril jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, que les budgets sont considérables, qu'on est les seuls à le faire, et qu'il faudra travailler justement avec les partenaires et les communes du CIVU, du syndicat des lacs de sauvetage que je préside pour dans le futur, mais peut-être armer d'autres postes sur d'autres communes qui ne le sont pas et qui ne le sont pas très tard, parce qu'on n'ouvre pas tous ce week-end encore. Quelques-uns ouvrent, mais on va pouvoir avoir cette fréquentation sur les 4 jours, puisque les gens savent que 3 postes sont surveillés à la Canon. Donc ça va faire beaucoup de population. On aura aussi la patrouille de France, donc tout le monde est mobilisé pour que ce grand week-end qui arrive soit le plus réussi possible et que les canolés puissent en profiter. Voilà. Je voulais aussi revenir sur les événements des agendas des semaines à venir. L'agenda des semaines à venir. Nous avons un passage, et je m'en suis aperçu en allant à l'océan tout à l'heure. Il y a des panneaux qui ont été installés avec de la circulation difficile due au Frenchman. Il y a les 3 dates marquées. Il passe qu'une date, c'est le 26. Nadine ? Donc il faudra les mettre demain matin, des carrés sur les autres dates, puisque la circulation sera difficile uniquement le 26, le jeudi matin. Que les canolés ne pensent pas que pendant 3 jours ça va être compliqué, puisqu'il n'y a qu'un passage, et nous en félicitons, puisque vous savez que le Frenchman est aujourd'hui installé à Maubisson, donc sur la grande plage, et que nous avons bénéficié aussi de ce décalage un peu vers le sud pour le remplissage de tous nos hébergements. Mais quand on observe, et on le fait à l'Office du tourisme, les ratios et puis les taux d'occupation qui sont sur notre commune sur ce week-end-là, c'est tout à fait impressionnant. Mais même quelques campings sur la partie mobil-home étaient déjà complets à Pâques. Donc on a une progression à peu près de 26% sur le début d'année, dû à 2 phénomènes. Le fait qu'on a fidélisé la clientèle française qui est venue chez nous pendant 2 ans à cause du Covid, qui a trouvé ses repères et qui a découvert finalement une région qu'ils ne fréquentaient pas par habitude, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller ailleurs. Et bien sûr, on récupère cette année aussi la clientèle étrangère qui va arriver en nombre sur le territoire. Donc on s'attend à une belle saison, on va essayer de la vivre intelligemment en partageant bien sûr ce beau territoire, mais on s'attend à une très très forte fréquentation. Et un des symboles un peu de cette réussite et de cette attractivité, c'est que le mois de juin, qui était un mois un peu creux entre les ponts du mois de mai, les vacances de Pâques et la haute saison, aussi des taux de réservation qui sont bien au-dessus de ce que l'on avait l'habitude sur la Cano. Et sur Médoc Atlantique, puisqu'il n'y a pas que la Cano qui en profite. Faire un petit rappel aussi
sur la patrouille de France, qui sera parmi nous le samedi 28 mai à 16h. On renoue avec la tradition après 3 ans, 3 ou 4 ans avec le Covid, où on avait sauté 2 années. Donc la patrouille de France revient nous retrouver à la Cano, ça va nous rappeler de très très bons souvenirs. On leur réservera bien sûr le meilleur accueil. Des concerts aussi, Musical Océan, qui est de plus en plus présent sur notre commune, avec 2 concerts le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai. Nous avons aussi une réunion publique qui est programmée le mardi 31 mai 2022 à 19h à la salle d'Escours pour vous présenter les futurs travaux qui démarreront après l'été dans le cadre du plan partenarial d'aménagement avec l'État et dans le cadre aussi de l'aménagement durable de la station. On partira bien sûr du pôle multimodal jusqu'à la place Rouge en passant par les allées Hortal, la place de Gaulle et la promenade sud dans le cadre de sa renaturation. Et ensuite, autour du kiosque, ça s'anime aussi avec une graffiteria et un bal populaire le samedi 4 juin. Les repas de quartier qui sont aussi programmés le 11 juin à 19h. Réunion publique liaison douce, traversée de Bourg. Alors on ne présentera pas que ça. On est en train de choisir entre les projets où on a peut-être le moins communiqué. Dans le cadre de la liaison douce, il y aura aussi quelques présentations sur la mairie. On fera aussi une présentation générale. Et les riverains de la rue, l'avenue du Lac, la route de Bordeaux, l'avenue de la Libération, pourront ensuite interpeller l'équipe qui a réalisé les plans et les services techniques de la ville pour avoir des informations beaucoup plus précises. Et bien sûr, ce qui intéresse souvent, c'est son devant de porte. Donc, on fera ce travail-là après la réunion, après la présentation, ce qui n'empêchera pas, bien sûr, de répondre aux questions après la présentation. On se félicite aussi de la 2e édition du Beach Hand Experience début de juillet. La manifestation avait été une vraie réussite l'année dernière, mais avait été bien sûr pénalisée par le fait que les équipes étrangères n'avaient pas pu se déplacer. Donc on a la Nouvelle-Zélande qui vient à la Cano. C'est bien ça, madame l'adjointe au sport? Match d'ouverture, c'est France-Nouvelle-Zélande. Donc c'est plutôt une belle manifestation qui prend sa place dans le microcosme canolais. Moi j'en suis très heureux, avec des dirigeants très impliqués, mais aussi une commune très impliquée, des agents très impliqués dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Donc un bel événement qui va nous faire rentrer dans l'été avec ce Beach Hand Experience début juillet. Je citerai aussi le prochain conseil municipal le lundi 4. Nous poursuivrons le week-end d'après avec la Cano. Faites l'été. Notez bien que je n'ai pas fait la liste exhaustive parce qu'une commune riche en associatifs et en événements comme la nôtre, je vous tiendrai jusqu'à minuit. Dans le cadre de ce conseil municipal, j'ai quelques procurations qui sont arrivées. Monsieur Mass à Madame Lescombe, Madame Escola à Madame Fritsch, Monsieur Boisson à Monsieur Debever et Monsieur Renolo à Madame Marza et Madame Fuster à Madame Baquet. Je ne vous avais pas vu arriver, Madame Baquet, qu'elle est discrète. Elle est toujours inquiète quand il fait... Là c'est bien, 2 jours de pluie, t'es heureuse. La forêt est à l'abri. Voilà. Et Maxime Pélissère, Monsieur Cazenave. Conseil municipal qui ne va pas durer 3 heures, on n'est pas dans les comptes administratifs ou dans le vote du budget ou autre, mais des délibérations qui doivent être prises pour la bonne marche de notre collectivité. Je vais vous demander de valider le procès-verbal du 13 avril 2022, à moins qu'il y ait des commentaires de dernière minute, mais je n'en ai pas reçu. Rien à dire sur le procès-verbal? Je vous remercie. Vous avez un relevé de décision du maire aussi entre les mains. Y a-t-il des questions à poser sur ces relevés de décision, Madame Leblanc? Oui, j'avais une question concernant l'accord cadre de fourniture d'horodateurs, puisque je vois que ça a été relancé en avril 2022 pour 4 ans, pour 213 000 euros. Donc, je voulais savoir en gros en quoi ça consistait, puisqu'il y a écrit fourniture et services associés. Et j'imagine que du coup, le périmètre va s'étendre, à moins qu'il y ait besoin de renouveler certains. Vous avez une imagination débordante, Madame Leblanc. Je crois que vous imaginez mal, mais ce que vous avez oublié de préciser dans votre intervention, c'est qu'il y a écrit maximum 213 000 euros. Et vous connaissez les procédures de marché aussi bien que moi. Donc c'est un mot important. Non, mais c'est pour ça que, pour éviter de reprendre une décision du maire, de repasser en conseil, on essaie de prendre le plus large possible, comme on peut le faire sur d'autres marchés publics que vous connaissez bien. Donc on est sur maximum 213 millions sur 4 ans, ce qui fait un maximum d'à peu près 52 000 ou 53 000 euros par an. Donc vous voyez que nous ne sommes pas sur des sommes déraisonnables sur un budget qui, je crois, dépasse aujourd'hui 1,5 million, budget parking à peu près. Oui.
Donc nous sommes bien sûr dans cet accord cadre sur la fourniture de rodateurs et de services associés pour une durée de 4 ans pour ce montant maximum de 213 000 euros. Est-ce que ma réponse vous convient, Madame Leblanc? Du stationnement payant. Mais je vous ai déjà dit que votre anticipation vous trahissez, que donc le périmètre aujourd'hui, il augmentera peut-être à la marge sur une ou deux rues. Aujourd'hui, nous avons une politique que nous avons expliquée déjà depuis 2014, où à chaque fois qu'on a été interpellé sur notre politique de parking payant, il n'était pas question de rendre le parking payant sur tout le périmètre de la Canocéan. À peu près aujourd'hui, sur 7000 places, il y en a plus de la moitié qui sont gratuites. Si on compte bien sûr le plan de plage du Lyon et toutes les rues qui sont après la rue, à partir de la rue de Verdun et la rue Léon Dominique. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. Et on souhaite justement que les gens puissent se garer un petit peu avant. On parlera du pôle multimodal dans la région publique pour empêcher peut-être le véhicule de trop concentrer la circulation automobile dans la Canocéan. Aujourd'hui, le périmètre, je trouve qu'il est justifié. Il y a des rues, et à chaque fois qu'on les refait, on les remet à neuf. À ce moment-là, on les passe payantes quand ça nous semble utile. Il y a encore des petites connexions qui peuvent rendre logique le périmètre payant autour de la station balnéaire. Mais dans ce marché-là, vous ne voyez pas dans ces sommes-là une extension du périmètre. Vous avez essayé de me poser une question, je vous y réponds. Ce qui n'empêchera pas, bien sûr, de prendre des décisions quand elles tomberont dans le bon sens. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est demandé qu'on doit acter le fait qu'elle soit payante, puisque beaucoup de riverains aujourd'hui nous demandent que les rues deviennent payantes. On ne peut pas le faire partout et on ne souhaite pas le faire partout pour qu'on puisse aussi accéder à la station balnéaire, à la ville Océane, sans régler cette partie monétaire. On passe au point numéro 1, dénomination de voirie, impasse maintenant à la crèche de la Canocéan. Vous auriez pu la présenter, Madame l'adjointe Marza, cette délibération. Mais les dominations de voies, vous savez que cette impasse qui mène à notre multi-accueil les pieds dans l'eau, nous avons besoin bien sûr de nommer cette rue pour rendre plus facile les livraisons et puis tout ce qui va se passer dans le secteur. Donc il y a une proposition qui vous est faite aujourd'hui qui est les petits canolets, c'est ça? Je ne trouve plus le nom. Impasse des petits canolets, voilà. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération sur l'impasse des petits canolets? Ça va à tout le monde? Parce qu'on a cherché pendant 2 nuits pour trouver ça. Tu t'en es chargé, c'était bien. Voilà. Parce on passe les pieds dans l'eau. Voilà, les pieds dans l'eau, ça va pas parce que ça nous faisait... Hein. Vous avez bien compris que par les temps qui courent, on passe les pieds dans l'eau. Bon, merci à tous pour votre unanimité. Déclassement d'une partie de la parcelle BI 329 de la parcelle BI 303 confrontant la résidence des Océanides. Mettez-moi le plan, comme ça on va directement aller à l'explication, mais je me doute que vous l'avez déjà vu. On échange sur ce plan-là la partie rouge et la partie violette qui est à l'ouest des bâtiments de l'Océanide. Et on récupère toute la large partie qu'il y a entre l'avenue Pasteur, la rue Pasteur, et les parkings de l'Océanide. Donc vous y voyez la cohérence d'une future délibération que présentera Adrien de Beauvert tout à l'heure, c'est qu'en récupérant cette partie, ça va nous permettre dans le cadre des alternatives à la voiture, de développer encore notre réseau de pistes cyclables, puisque cette largeur qui fait ses plus grands endroits, presque 4 mètres, mais qui nous permet de réaliser une piste cyclable, elle sera maillée à celle qu'on va réaliser après l'été sur la route de Lyon jusqu'au plan plage, donc du centre-ville, au centre de sécurité. C'est déjà un miracle que sur cette rue, il n'y a pas eu plus d'accidents, même s'il y a eu beaucoup d'accrochages. C'est de plus en plus fréquenté puisque les gens utilisent de plus en plus le vélo et on s'en félicite. Donc de récupérer ces parcelles-là par cet échange avec la copropriété de l'Océanide, nous permet déjà de travailler sur les plans de la piste cyclable qui reliera le centre-ville depuis Carnot jusqu'à la plage, jusqu'au plan plage du sud. Voilà. Donc la délibération, elle est faite pour acter cet échange, constater la désaffection d'une partie des parcelles cadastrées, prononcer le déclassement et autoriser le maire à signer tous les documents qui seraient nécessaires à l'effectivité du déclassement. On fait toujours en 2 étapes, comme on le fait d'habitude. Je vous ai présenté les futurs changements. Il faut d'abord désaffecter et le prochain conseil municipal du 4 juillet, on procédera à cet échange. Donc là, on est dans le déclassement. Y a-t-il des questions ?
Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. On travaille aussi, puisqu'on est sur ce sujet-là, sur l'accès qui a été supprimé. J'en étais désolé, mais bon, c'est une partie privée, puisque les gens avaient l'habitude de se garer sur les parkings Pasteur et de traverser, en particulier les personnes handicapées. Donc on travaille sur la gauche, entre les Océanides, les Bleu Marines et les résidences d'Horizon Marin, à remettre en état avant l'été un passage qui pourrait être emprunté par les handicapés, sortir de Pasteur, traverser la rue, on fera le plateau plus tard, et pouvoir aller jusqu'en face et aller à la plage. Aujourd'hui, le mur qui a été fait par la résidence Océanide, cette clôture qu'ils sont en train d'ailleurs de régulariser, mais bon, ça m'a un peu fâché parce que j'aime pas qu'on s'enferme, j'aime pas qu'on fasse des clôtures, j'aime pas qu'on s'isole, j'aime bien qu'on laisse ouverts tous ces espaces, surtout à proximité du front de mer. Donc nous on le recrée pour qu'il soit accessible à tout le monde, et c'est important que les personnes à mobilité réduite puissent aller aussi fréquenter la promenade de la Case, qui fera partie aussi des travaux d'aménagement qu'on présentera à l'Océan à la fin du mois. Alors, nous passons. Pourquoi c'est pas dans le dossier ça? Ah là voilà. Ah oui, et nous y arrivons. Alors toutes ces parcelles que vous voyez dans la délibération numéro 3 représentent un total de 91 mètres carrés. Vous connaissez parfaitement le sujet puisqu'on a déclassé le dernier conseil municipal, et là on est arrivé à la vente de ces petits terrains, puisqu'il y en a pour 91 mètres carrés rue des Morilles. C'est un terrain qu'on avait déjà vendu à l'est de ces petits terrains à M. Segui et à Mme Biron, donc au prix de 100 € le mètre carré, soit 9100 € le terrain. Et nous avons bien sûr consulté l'avis des domaines, qui est basé bien sûr, vous le savez, pas sur l'origine d'un projet, mais sur la taille du terrain, puisque c'est un rajout à ce qu'on a fait déjà il y a quelques années de ça. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur cette décision? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 4 avec la création d'APCP, Monsieur Debevert. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, première délibération financière, c'est une délibération qui concerne la création d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Donc vous en avez maintenant l'habitude, hein, ce sont des dispositifs que l'on met en place maintenant depuis quelques mois, voire quelques années, qui a pour objectif, je vous le rappelle, d'appréhender avec plus de précision et d'efficacité les investissements qui sont pluriannuels par leur nature. C'est souvent lié à l'importance de leur investissement et à la longueur de leur processus de réalisation. Donc il s'agit ce soir d'en créer de nouveaux sur des projets que vous connaissez tous, mais qui sont donc structurés maintenant en APCP, à savoir l'agrandissement de l'hôtel de ville, projet dont on a déjà beaucoup parlé, donc qui feront encore l'objet de réunions publiques. Deuxième APCP qu'on constitue, qui a été évoqué en termes de reconstruction de voirie. Donc là, c'est l'enveloppe budgétaire dont je vous ai parlé au moment du vote du budget, qui va donc faire partie d'un APCP, ce qui permettra de calibrer et de cadencer, vous avez le détail dans la délibération, ces dépenses tout au long de l'année, tout au long des années qui viennent, et surtout durant toute la période du PPI. Évidemment, ces chiffres-là ne sont pas figés. On pourra, et on a évidemment chaque année la possibilité de les ajuster si besoin. Troisième PCP qu'on vous propose de créer ce soir concerne le budget assainissement et le poste de relevage numéro 12. Vous savez que c'est le très gros investissement qui est lancé cette année et qui se finira en 2023. Donc on peut proposer aussi un calibrage entre les deux années en question. Voilà, je vous remercie. Oui, juste, je sais que tu t'en offenseras pas, Adrien, juste compléter sur ces APCP. Ben, ils nous servent aussi pour disposer, bien sûr, sur l'exercice et les crédits budgétaires, mais surtout à rendre aussi nos comptes administratifs et nos budgets beaucoup plus sincères. Ça évite d'engager des sommes sur un budget là qu'on ne réalisera pas. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus sincère possible sur ces années budgétaires, de pouvoir justement après faciliter les paiements et rendre transparent l'activité de la commune. Des questions sur ces APCP? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, budget principal, décision modificative numéro 1, M. Debevert. Oui, donc ce soir, première décision modificative de notre budget 2022. Pas d'éléments majeurs de changement, et au moins quelques petits ajustements comme il est d'usage au fil de l'année. À noter ce soir donc l'ajustement de la subvention perçue au titre du centre de vaccination, qui est abondé de 21 500 € par rapport aux prévisions du budget.
L'ajustement de la taxe, enfin des recettes de la taxe sur les terrains devenus constructibles. Là, elle s'est également abondée de 44 700 €. Ensuite, on en reparlera puisqu'il y a une délibération spécifique. Il y a un mouvement de flux comptable à faire sur l'opération des chèques cadeaux. Pour ceux qui vous en souvenez sûrement, c'est pas très ancien, ça date des fêtes de 2020, qui était une des mesures d'accompagnement de la crise sanitaire. Et donc ces chèques cadeaux on s'était fixé comme objectif, comme budget maximal 50 000 €. Il s'agit maintenant de clôturer cette opération et on le verra, tout n'a pas été consommé, donc on va inscrire dans dépenses les fameux 50 000 €, mais en recettes 30 800 € qui est en fait le reste non dépensé que l'on a vocation à récupérer. Quatrième élément de cette DM numéro 1, c'est l'inscription de crédits supplémentaires pour l'assistance de maîtrise d'ouvrage dans la mise en concurrence dans le cadre de la concession du pôle de l'Ardileuse qu'on a évoqué lors du dernier conseil. Cet AMO qu'on a souhaité avoir pour nous accompagner est d'un montant de 47 000 €. Enfin, sur le fonctionnement, dernier ajustement qui est un changement de ligne budgétaire, c'est le don à l'Ukraine, qui, je vous le rappelle, que nous avions voté à hauteur de 5 000 € il y a maintenant, je crois, 2 conseils. Et donc, il y a eu juste une demande d'ajustement de ligne budgétaire que je vous propose de prendre ce soir. Pour ce qui est des investissements, le principal changement, le seul changement, c'est l'impact de la création des APCP que nous venons de voter à l'instant. Voilà, je vous remercie. Des commentaires ou des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 6 avec le budget annexe assainissement. Monsieur Debevert, DM numéro 1. Oui, donc là, effectivement, là aussi, première décision modificative pour l'un de nos budgets annexes, en l'occurrence celui de l'assainissement. Et il s'agit juste de traduire dans ce budget annexe l'APCP que nous venons de créer, lié aux investissements du poste de relevage, comme nous venons de le voir. Des questions, des commentaires? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 7, instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Monsieur Debevert. Alors cette délibération est sans doute plus importante et surtout elle s'inscrit dans notre volonté, vous le savez, d'œuvrer à faire face aux problématiques de logement que nous connaissons sur notre commune. On a vu lors des derniers conseils la création du budget annexe la COUSTER 3. La nouvelle mesure que nous prenons, il s'agit de créer, d'instaurer une taxe d'habitation, une taxe sur les logements vacants. Évidemment, l'objectif recherché, c'est de pousser les propriétaires de ces logements vacants à les remettre dans le circuit, soit locatif, ou alors de procéder à une vente s'ils le souhaitent. Il y a aussi une notion d'équité fiscale, parce qu'évidemment, ces biens sont parfois utilisés néanmoins pour de la location saisonnière, alors qu'évidemment, ils ne sont pas taxés comme... Pas déclarés aussi. Voilà, pas déclarés. Donc, mine de rien, alors on a des informations assez précises sur le nombre, puisque c'est des informations fiscales, et on est quand même sur à peu près 200 biens à Lacanau qui sont donc considérés comme des logements vacants, donc c'est pas négligeable. Et donc on se propose de mettre en place cette taxe qui a vocation donc à faire bouger les choses. Elle est calculée par application du taux communal de la taxe d'habitation, donc 10,9%. Sur la valeur locative du bien et sans abattement, bien évidemment. Et donc, dans la mesure où on le vote ce soir, ce sera donc pour une application dès 2023. Voilà. Avec, alors bien sûr, pas l'application 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros travail qui est fait, puisque les services fiscaux vont ensuite se rapprocher des 200 propriétaires de ces logements-là. Et après, il y a un échange qui est fait entre les services fiscaux et les propriétaires pour peut-être justifier de la non-location. Mais enfin bon, on n'aura pas 200 logements qui seront imposés, ça faut le savoir. Mais il y a une belle partie qui va être remise sur le marché et ça c'est important. Des questions? Madame Lescombe. Oui, un message à faire passer de la part de Monsieur Mas. Il se félicite de cette décision et en espérant que ça solutionne en partie le problème des logements sur notre commune. Voilà. Ça peut être une très très bonne chose, mais là ça ne suffira pas, donc il faut accélérer sur le reste. Oui, mais bon, déjà c'est un début. On prend les félicitations. C'est un problème qui ne se réglera que justement par une addition d'actions diverses et variées. Il n'y a pas une recette miracle, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Donc c'est évidemment l'accumulation de toutes ces mesures qui nous permettre de remplir cet objectif. Vous nous transmettrez nos remerciements du coup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Délibération numéro 8. Pardon, mais nous y revenons sur les chèques cadeaux 2020, attribution individuelle. Monsieur de Beauvert. Voilà, effectivement, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une délibération spécifique à la clôture de cette opération. Donc, je vous le rappelle, une opération qui s'est déroulée sur la fin de l'année 2020, qui avait pour objectif de permettre des chèques cadeaux, en fait de donner des chèques cadeaux aux cannelés pour pouvoir consommer dans les commerces cannelés. L'objectif était de relancer un peu comme ça la mécanique et le commerce de proximité, tout en étant également une mesure de pouvoir d'achat, puisqu'évidemment c'était quelque chose de très appréciable aussi pour les bénéficiaires. Au total, 384 chèques cadeaux ont été remis et donc utilisés par les cannelés. Ce n'est pas la totalité du potentiel que nous avions. On s'était fixé un objectif de 50 000 €. Il n'y a pas eu de demande supplémentaire. Donc on arrive à un total de consommation de 19 200 €. Le reste, donc, les 30 800 €, ont donc vocation à revenir dans le budget communal. Et donc, par cette délibération, on acte la fin de l'opération et donc la volonté de clôturer les opérations financières liées à l'opération échec cadeau. Alors l'opération ne s'arrêtait pas aujourd'hui. Elle s'est arrêtée il y a même plus longtemps. Aujourd'hui, on part une délibération. Ça nous permet justement de récupérer et de faire le solde de ces chèques cadeaux. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 9. Dans le cadre de notre mobilité, l'aménagement d'une circulation douce route d'Illyon. Demande de subvention, monsieur de Beauvert. Voilà, c'est le projet que monsieur le maire évoquait tout à l'heure. Donc en l'occurrence, route du Lion, cette volonté de créer, de profondément reprendre cette voie de circulation qui, vous le savez, génère beaucoup de problématiques, en particulier de stationnement et autres, ainsi que nature accidentogène, comme ça a été évoqué. Donc c'est un investissement important, c'est plus d'1 million d'euros d'investissement avec une réalisation qui débutera au 3e trimestre 2022, donc après la saison, qui a pour but en gros de créer, d'aller vers une réduction de la chaussée circulée de 5,5 mètres, la création d'une zone 30, l'aménagement de plateaux surélevés et la mise aux normes d'accessibilité à la fois des cheminements et des traversées de voirie. Donc pour tout cela, évidemment, ce sont des actions sur lesquelles on sollicite des subventions, comme on le fait à chaque fois qu'il est possible de le faire sur nos opérations d'investissement. Et en l'occurrence, là, on sollicite une participation financière au titre du soutien au tourisme, puisqu'on est évidemment sur une dimension aussi touristique, et d'itinérance cyclable 2022, donc auprès du Conseil régional, et ça fera également l'objet d'une demande au niveau du FDEC 2022, qui, vous le savez, là, par contre, est un dispositif du Conseil départemental. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur de Beauvert. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Madame Crombé. Oui, pourrait-on avoir le plan de tout ça? De la voirie? Oui, pour la Vélodyssée, tout ça, est-ce qu'on pourrait avoir le plan de ce qui va être fait? Vous aurez le plan, on fait une présentation publique, donc pour l'instant les plans définitifs ne sont pas actés, puisqu'on est en train de travailler sur des petits derniers réglages, donc vous le découvrirez d'ici la fin du mois. D'accord. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, convention d'objectif avec l'association Lacano Surf Club, comme tous les ans pour le Lacano Pro. Monsieur de Beauvert. Oui, voilà, c'est ça, monsieur le maire. Comme vous le savez sans doute, en termes de subventions aux associations, à partir du moment où on dépasse les 23 000 € de subventions annuelles pour une association, on doit rentrer dans une logique de convention, d'objectif. Et donc effectivement, avec l'association Lacano Surf Club, on dépasse cette somme puisqu'on est dans le cadre du Lacano Pro, où je vous le rappelle, la subvention municipale est de 45 000 €. Et donc dans ce cadre-là, on propose donc évidemment une convention d'objectif que vous avez en pièce jointe à cette délibération, et qui est donc l'objet de cette délibération. Des commentaires ou des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, création du comité social territorial et détermination de des modalités de fonctionnement. Madame Fritsch, enfin une bonne décision prise par nos parlementaires. Donc, cette délibération est pour la création du comité social territorial.
C'est une délibération qui est obligatoire avant le 8 juin 2022 dans le cadre des élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre prochain et auront pour but de permettre aux agents d'élire ceux qui les représenteront, notamment au comité social territorial, CST. Cette nouvelle instance remplace le comité technique qui traite donc de l'organisation générale de la collectivité et le comité hygiène, santé, sécurité des conditions de travail, le CHSCT, qui traite des conditions de travail des agents. Donc cette délibération a été établie suivant une consultation des représentants du personnel donc en comité de dialogue social le 4 mai dernier. Et elle a été validée le 11 mai en comité technique à l'unanimité des 2 collèges. Le CST créé sera commun entre la ville et le CCAS. Il sera composé de 3 membres titulaires représentants du personnel et autant de suppléants, composé de 3 membres titulaires représentant l'administration et autant de suppléants qui devront être désignés par l'autorité territoriale car il s'agit d'une nouvelle instance. Il recueillera l'avis du collège personnel, mais également employeur. Conformément à l'effectif recensé au 1er janvier 2022, ayant la qualité d'électeur qui est en deçà du seuil de création d'une formation spéciale dédiée aux conditions de travail, la formation principale dite plénière du CST se chargera d'étudier ces questions. Donc il n'y aura plus qu'effectivement, monsieur le maire, on divise par 2 le nombre de réunions. Oui, alors au-delà de ça, moi ce qui m'aime, ça c'est sûr que ça m'arrange parce que c'est compliqué, surtout en ce moment-là. Mais ce qui va rendre peut-être plus efficace cette nouvelle identité, c'est qu'il y avait beaucoup de sujets transversaux entre le CHSCT et le comité technique. Donc je pense qu'évoquer dans la même instance ces problématiques, bien sûr que ça m'arrange en termes d'emploi du temps, mais ça m'arrange aussi de pouvoir parler à des agents qui étaient parfois différents sur les 2 entités. J'espère par contre aujourd'hui qu'on va réussir à mobiliser les agents pour venir siéger et travailler avec nous, parce qu'un gros travail a été fait avec Marion, avec Thierry et dans ta délégation qui n'est pas, chère Corinne, une délégation facile, mais je crois que le travail qui a été fait en commun, il faut qu'il soit poursuivi et j'espère qu'on va organiser la communication, enfin pas j'espère, j'en suis sûr, et motiver les agents et les représentants des services à venir siéger parce qu'on ne va pas faire tout seul. Les représentants du personnel ont déjà commencé. Ouais. On a passé les bons messages, mais parfois, c'est un peu compliqué. Parfois c'est compliqué parce que c'est pas une activité. Il faut faire partie en plus d'une liste d'un syndicat, donc les agents hésitent à se mobiliser sur une liste syndicale, mais c'est la loi. Elle est peut-être mal faite, mais vous êtes obligé, même si vous n'êtes pas syndiqué, de faire partie d'une liste portée par un syndicat. Donc c'est toujours gênant pour certains de s'engager comme ça. Et après, la deuxième chose, et elle est importante, c'est qu'aussi, quand on prend de telles responsabilités, elles ne sont pas neutres. Donc il y a aussi une certaine formation et un certain travail de fond à réaliser. Et c'est du temps personnel à consacrer à cette activité. Ouais. Donc on va essayer de les motiver pour qu'on ait les meilleurs possibles avec nous pour bosser là-dessus. Et il y a des sujets importants à traiter. Les bonnes nouvelles d'ailleurs, alors pas pour nos finances, mon cher Adrien. Hein, on a regardé, je me suis pas amusé, c'est pas un amusement, mais j'aime ça, donc je regardais un peu quelles avaient été les incidences depuis 18 mois. Il y en a eu quelques-unes sur la rémunération des agents, celles que nous avons prises de notre propre chef, et c'était normal, plus certaines augmentations, plus celles liées à l'inflation, et a été annoncé dans les prochains jours le dégel du point d'indice, à titre d'exemple, parce que je pense qu'ils vont y aller fort. Donc à titre d'exemple, ça pourrait nous faire augmenter, s'ils augmentaient à peu près 5%, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui, ça nous fait augmenter nos charges de personnel sur l'année de 4,2%. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc on va regarder ça attentivement. On ne va pas se plaindre que nos agents soient mieux payés, on avait déjà fait beaucoup d'efforts là-dessus. Par contre, cette décision peut entraîner des conséquences pour nous, mais aussi pour d'autres communes qui sont déjà en difficulté. Voilà. Donc on va attendre et observer. Je ne sais pas si ce n'est pas les profs qui vont être le plus augmentés, je crois. Il l'avait déjà. Non, c'était une boutade, bien sûr. Je n'ai pas fait voter, il me semble, cette dernière délibération sur la création. Y a-t-il des questions et des commentaires sur ce nouveau CST ?
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors je ne sais pas, mes chers collègues, pour clôturer, si on mérite de partager le petit buffet, puisqu'on n'a pas trop travaillé ce soir. Mais bon, on aime ces moments de convivialité. Mais on l'a fait quand même, vous savez pourquoi? Puisque c'est l'anniversaire de Sylvie Lavergne, donc on va lui souhaiter son anniversaire. Bonne fin de soirée à tous. Bien joué. Oui, et c'est toujours nos agents qui préparent. Hein. Cuisine centrale, pas cuisine centrale, la cuisine tout court. La cuisine tout court qui prépare. Expédié. Ben voilà, c'était prévisible. C'est énorme. Adrien.